Luc, il y a une phrase qui dit « La beauté est dans l'œil de celui qui regarde ». Est-ce qu'on pourrait aussi dire que la réalité est dans l'œil de celui qui regarde? Ah, c'est bien dit. Ben, je pense que oui, parce que veut pas, la réalité telle qu'on la conçoit, elle est créée par nos perceptions. Puis c'est un peu ça mon rôle comme illusionniste, de tromper les perceptions. Donc je dirais oui que, en fait, la réalité qu'on se fait, comme elle est à travers nos perceptions, elle est dans l'œil de celui qui regarde aussi. As-tu l'impression qu'en tant que magicien, tu as un regard peut-être plus élargi ou plus expansif que les autres? Je ne sais pas s'il est plus élargi ou plus expansif. Il est différent. Ça, c'est certain, parce que à force de travailler avec des illusions, on en vient à douter beaucoup de nos propres perceptions. Lorsqu'on voit tout ce qui est possible de créer comme illusion, on se rend compte finalement qu'on peut donner l'impression de n'importe quoi, de n'importe quel phénomène. Donc, on vient à douter de nos perceptions, de nos propres opinions aussi. Peut-être que ça ouvre un peu nos... je sais pas, nos opinions, La conscience? Oui, la conscience, peut-être, oui. Peut-être bien, oui. Je dirais oui. Je suis quelqu'un de très ouvert, finalement, oui. Okay. Luc, on connaît bien Luc Langevin, le magicien. On connaît moins Luc Langevin tout court. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Oui, en fait, à la base, j'étais un scientifique. En fait, j'ai toujours eu... je suis quelqu'un de très curieux, en fait. Depuis que j'ai l'âge de 6-7 ans, j'ai toujours été quelqu'un qui cherchait à comprendre comment fonctionnent les choses. Et c'est cette curiosité-là qui m'a amené à la fois vers la science et vers la magie. Puisque lorsqu'on cherche à comprendre, c'est très frustrant de voir un tour de magie et de pas en saisir toutes les ficelles. Donc, très jeune, j'ai été passionné par les sciences et par la magie. Et comme mes parents me mentionnaient qu'on pouvait difficilement vivre de la magie, ben j'ai poursuivi mes études en sciences jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité de changer de carrière. Mais ça a toujours été dans mes plans de devenir magicien à temps plein, je dirais. C'était mon rêve. Je savais que comme c'était une vie d'artiste, qu'on pouvait difficilement réussir à en vivre. Mais je travaillais fort parce que c'était vraiment... En fait, pour moi, le secret du bonheur, c'est un peu de réussir à gagner sa vie en faisant ce qu'on aime le plus faire. Donc, lorsque c'est le cas, en tout cas, c'est un bon point de départ pour être heureux, à mon sens. Donc, ça faisait longtemps que je cherchais justement à ne vivre que de la magie. Et je dirais, pendant que je faisais mes études universitaires en sciences, je me suis rendu compte que tous les grands magiciens qui avaient réussi à percer avaient tous quelque chose de leur personnalité qu'ils mettaient dans leur magie et qui faisait qu'ils étaient uniques. Comme par exemple, Harry Houdini est devenu un maître de l'évasion. Donc, il a utilisé sa connaissance des serrures, des mécanismes pour créer l'évasion, qui est maintenant une branche de la magie, qui n'était pas une à l'époque, mais maintenant, on convient que quelqu'un qui s'évade de des menottes, c'est un magicien. Donc, je cherchais une façon de me distinguer comme magicien aussi. Et spontanément, le lien avec la science s'est fait. Là. Je me suis dit, si j'intègre la science dans mes tours de magie, si je crée de nouvelles illusions, ou si je les présente dans un contexte scientifique, ça va faire de moi un magicien unique. Et bon, de fil en aiguille, on dit, tu me posais la question, est-ce que... on connaît moins Luc Langevin là, mais il est très près du personnage, je dirais, parce que la science et la magie ont toujours fait partie de ma vie personnelle, puisque je faisais de la magie pour distraire mes amis, ma famille, puis la science, ben, c'était mes études, c'était ce vers quoi je me dirigeais comme carrière un peu avant de croire vraiment à mon rêve. Donc c'est pas mal ce que je suis, je dirais, sinon... je suis quelqu'un de normal, je mange 3 repas, je vais au cinéma. Ah oui, je suis témoin, je t'ai vu manger de salade. Voilà. Est-ce que tu dirais que tu étais un enfant qui vivait beaucoup dans un monde imaginaire? Lorsque je pense à mon enfance, c'est surtout... J'étais un enfant très turbulent, très tannant. Je me faisais souvent chicaner, j'étais souvent en punition. Je pense que j'avais surtout besoin d'attention. En fait, je cherchais à avoir de l'attention, peu importe comment. Et le jour où j'ai découvert la magie, oui, peut-être là, c'est venu chercher un imaginaire qui m'a plu. Oui, ben en fait, j'étais très tannant, mais j'étais surtout beaucoup dans ma tête. Au début, j'avais de la difficulté à l'école parce que je gardais pas mon attention. Lorsque je me rappelle très bien, le prof expliquait quelque chose au tableau avec la craie, puis que j'étais beaucoup plus fixé sur comment ça marche la craie, comment ça marche un tableau, comment ça se fait qu'on écrit là-dessus, beaucoup plus que sur le propos du professeur. Donc, j'ai toujours été dans ma tête, puis je pense que c'est au secondaire, lorsque dans les premiers cours de sciences, ils ont commencé à parler des atomes, que tout ce qui est fait autour de nous, c'est toutes des petites
petites particules. Ça me faisait... Je partais dans mon monde. Je m'imaginais qu'est-ce que c'est que de devenir miniature et de voir ces particules-là. Donc, j'étais dans un monde imaginaire, mais de science quand même. Donc, oui, j'ai toujours été un peu dans ma bulle, si on veut, dans mon imaginaire. Puis, j'essaie de le transmettre maintenant un peu grâce à ma magie. Je me suis rendu compte qu'on peut faire rêver les gens un peu avec ça. Donc, j'essaie de le transmettre maintenant. Einstein a dit que l'imaginaire, c'est plus important que le savoir. Oui. Est-ce que tu as l'impression qu'à l'école, on étouffe un peu l'imaginaire des jeunes? Oui, je dirais oui, justement, parce qu'à l'école, en général, du moins telle qu'elle est en ce moment, on met beaucoup l'emphase sur le savoir, justement. Et lorsqu'Einstein dit ça, il a tout à fait raison, à mon sens, puisque le savoir, les connaissances, un dictionnaire, un ordinateur, peut en emmagasiner beaucoup plus que nous, on peut le faire. Mais ce que les machines ne peuvent pas faire, justement, c'est toute la création artistique, tout l'imaginaire qu'un être humain peut avoir. Jusqu'à maintenant, on est incapable de le recréer artificiellement. Donc, c'est quelque chose de très précieux. Et dans toutes les sphères, tous les métiers, toutes les professions, je pense que c'est l'imaginaire qui fait la différence beaucoup entre ceux qui vont réussir et les autres. Parce que, bon, c'est sûr, dans un métier artistique comme le mien, la création est au cœur de ce que je fais. En fait, tous les domaines artistiques, c'est l'évidence même. Mais même, tu vois, même lorsque j'étais un scientifique, qui est quand même une profession très cartésienne, très logique, mais malgré tout, les scientifiques qui font de grandes découvertes, c'est toujours ceux qui ont un imaginaire, qui réussissent à imaginer des façons de faire différentes des autres, à sortir des sentiers battus et finalement à créer quelque chose de nouveau. Donc, je pense que l'imaginaire, c'est une ressource propre à l'être humain qu'il faudrait développer. Et je ne sais pas comment à l'école on pourrait faire d'un côté académique pour encourager ça, mais il y a définitivement quelque chose qui pourrait être amélioré, je pense, à ce sujet-là. Ouais. Tantôt, tu disais qu'au deuxième secondaire, quand tu as appris au sujet des atomes, tu t'es mis à te poser toutes sortes de questions. Est-ce que tu es une personne qui se pose des questions existentielles? Oui, énormément, oui. En fait, je pense que ce qui m'a amené vers la science, c'est des questions existentielles. Parce que très, très jeune, même les premiers mots que j'ai prononcés, c'était des questions à mes parents. Je me questionnais sur le comment. Puis dès que j'ai été en âge de réfléchir un peu plus, très vite, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi on vit? Qu'est-ce qu'on fait? Puis j'ai cherché des réponses dans la religion, la philosophie, puis il n'y a jamais rien qui m'a vraiment satisfait jusqu'au jour où je tombe sur la science, où, étrangement, on pourrait être porté à croire que la science est très, je sais pas, très, très, très cartésien, très logique, très rationnel, donc on est moins dans la philosophie, puis moins dans la spiritualité un peu de ce genre de questionnement-là, mais pourtant, moi, lorsque j'ai appris la théorie du Big Bang, sur comment l'univers s'est fonctionné, sur justement les atomes, sur de quoi on est fait, ça me parlait beaucoup plus, puis ça faisait beaucoup plus avancer ma réflexion que certaines théories philosophiques qui pour moi étaient très abstraites, qui peuvent faire du sens, mais qui, en bout de ligne, comme on n'a pas de preuves concrètes, tangibles, on peut imaginer un peu ce qu'on veut finalement. Je pourrais imaginer que c'est une patate géante qui nous a tous créés, puis si je trouvais le moyen de faire en sorte que cette théorie-là a du sens, ça pourrait être aussi crédible qu'une autre, tu sais. Donc, rapidement, je me suis accroché à la science comme, pas comme une religion, mais oui, comme une façon de voir la vie, si on veut, de voir comment que les choses fonctionnent dans la nature. En général, dans les écosystèmes, les êtres vivants, c'est toujours un équilibre qui cherche à être atteint de différentes façons. Puis on peut voir l'univers comme une espèce de grande recette, une espèce de grand amalgame de choses qui essaient de trouver un équilibre aussi. Puis moi, jusqu'à maintenant, les réponses que j'ai à mes questions existentielles, ils viennent beaucoup de la science. Puis je suis heureux avec les réponses que je me suis fait dans ma tête, puis je vis bien avec ça. Mais ce sont définitivement des questions que j'ai eues toute ma vie. C'est intéressant. Il n'y a pas longtemps, tu as eu une maladie qui a touché ta moelle épinière. Est-ce que, dans ton cas, ça a été un déclic, cette maladie-là? Oui. Le mot est très bien choisi, un déclic. Oui, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. Il y a un avant la maladie et un après.
C'est peut-être très cliché, mais je me suis rendu compte que la santé, c'est ce qu'on a de plus important. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais là, je l'ai réalisé, pour vrai. Puis, c'est drôle parce que souvent, je passe des entrevues un peu comme celle-là et on me demande quelle est la chose la plus précieuse que tu as. Je sais pas si on cherche à avoir un objet ou quelque chose, mais moi, je réponds toujours ma santé maintenant, parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on n'a plus la santé, c'est très difficile de vivre et d'être heureux. Donc, suite à la maladie, je fais beaucoup plus attention à ma santé. Je surveille plus mon alimentation, je fais de l'exercice, bon, des choses simples, mais où ça m'a fait réaliser aussi... en fait, je me suis rendu compte que j'avais des limites, parce que la maladie est arrivée à un moment où ma carrière était en pleine expansion. Et je passais d'une vie de scientifique qui est très calculée, du 9 à 5 jours par semaine, à une vie de pigiste où tu sais jamais qu'est-ce que tu vas faire le mois prochain, tu sais pas si tu vas avoir un contrat. Et j'étais porté à tout accepter, les offres tout ce qu'on m'offrait, puisque je me disais... Maintenant, ça marche. Tout peut arrêter demain. Surtout quand un succès rapide comme celui que j'ai connu, c'était difficile de m'imaginer que ça va toujours durer. Donc, je prenais beaucoup d'engagement. On m'offrait des émissions de télé, des tournages, tout ça. Donc, j'acceptais tout. Puis, il est venu un moment où je me suis dit, je serais pas capable. C'était alors qu'on tournait la 3e saison de Comme par magie. On venait de finir une émission spéciale pour Radio-Canada qui était, en fait, c'est la 2e qu'on faisait. La première avait eu un succès qu'ils n'avaient pas prévu. Tout de suite, ils nous en ont demandé une 2e que moi, j'avais pas prévu. Mais on l'a fait, puis là, ça s'entremêlait avec d'autres tournages. Et je travaillais 7 jours sur 7. Et il est venu un moment où je me suis dit, je serais pas capable. C'est certain que là je suis trop fatigué. Je croyais que j'allais faire un burn-out. C'est ce que je me suis dit, je vais faire un burn-out. Puis j'ai fait l'erreur de me dire, ben c'est pas grave, je vais tomber malade, je ferai mon burn-out, puis les assurances vont embarquer, on va pouvoir remanier tout ça. C'était juste avant qu'on parte pour Paris, où on commençait à aller tourner des épisodes en France pour essayer de me promouvoir là-bas. Les billets d'avion étaient déjà achetés, donc je me voyais mal dire à mon agent, annule Paris, je suis fatigué. Tu sais, quand t'as pas de maladie, c'est difficile de justifier ça. Donc, je me suis dit, ben, si j'ai à tomber malade, je tomberai malade, puis c'est pas grave, je me relèverai après 2-3 semaines de convalescence. Et là, la maladie est arrivée, puis avoir su que c'était ça, c'est pas la réflexion que j'aurais eue. Ah non? Ben non, parce que la myélite que j'ai eue, il y a à peu près 30% des chances de rester paralysé à vie. Et c'est un autre 30% des gens qui restent avec des petites séquelles. Je garde des petites séquelles de cette maladie-là, rien qui m'empêche de vivre, mais maintenant, c'est toute ma vie qui est un peu transformée par ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que la santé... Je peux pas jouer avec ça. Je peux pas dire, je tomberai malade. Ça se fait pas parce que tu risques trop. C'est trop important. Ça change trop la vie de perdre la santé. Donc, ça a été ce déclic. Pour répondre à ta question, je sais que ça fait longtemps que je parle, là. Mais ça a été un déclic au niveau de ma vision de la santé et de mes limites qui a changé. Maintenant, je prévois des vacances, je prévois des temps de repos. Puis, si on m'offre quelque chose et que je suis trop occupé, je me dis, ben, j'étais pas dû. Puis, je refuse. Même si des fois, ça peut être un petit pincement au cœur parce que c'est une offre qui est alléchante ou qu'on attendait. Mais maintenant, T'oserais dire non, j'irai pas à Paris, je vais me reposer. Ouais, je considère que de s'occuper de sa santé, c'est comme un investissement qu'on fait, puis qui rapporte en bout de ligne parce qu'on reste en vie assez longtemps pour continuer à vivre de beaux projets puis de belles choses. Tu as parlé des limites. J'ai l'impression que toi, tu connais peut-être au niveau du cerveau le côté illimité, de la façon qu'on peut l'utiliser en fait. Est-ce que la majorité des gens, on est inconscient du potentiel qu'on a au niveau du cerveau? Inconscient, ouais, peut-être. En fait, le cerveau, c'est en quelque sorte un muscle. Plus on l'utilise, plus il se développe, exactement comme n'importe quel muscle. Puis c'est certain que et c'est peut-être ce que la création amène, parce que lorsqu'on crée, on crée des nouveaux chemins dans les synapses de notre cerveau, on va ailleurs, ça nous force à penser de façon différente et ça entraîne les muscles de notre cerveau. Dans mon travail, j'ai la chance de travailler avec des gens où
comment je dirais ça, le mandat principal est de créer. Ce sont des gens qui sont engagés pour être dans des séances de brainstorm et lancer des idées. Et ces gens-là ont toujours le réflexe, c'est toujours incroyable la quantité d'idées qu'ils sont capables de sortir et dans des directions complètement. Donc, ces gens-là ont un cerveau comme entraîné à sortir des sentiers battus. Et je pense que, oui, la plupart des gens, je sais pas. Mais il y a beaucoup de gens, du moins, qui se considèrent, qui se contentent d'être passifs, si on veut, qui, au lieu de créer, vont être plus portés à suivre une recette ou à faire à s'investir de façon plus mécanique, sans vraiment toujours essayer de se poser la question est-ce que je pourrais faire différemment, ou est-ce que pour répondre à ta question, oui, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont peut-être inconscientes de tout ce qu'ils seraient capables de faire si ils essayaient d'exploiter plus leur cerveau, leur créativité finalement, mais tout le monde est capable de créer. C'est vraiment juste un déclic justement qui se fait. Je pense peut-être la société en général non plus nous incite pas nécessairement d'emblée à exploiter toutes les facultés de notre cerveau. C'est un cheminement personnel qu'on doit avoir, mais qui devrait être encouragé, je pense, parce qu'on y gagne assurément. Penses-tu que, tu sais, il y a une citation qui dit « faut le voir pour le croire ». Penses-tu que le fait de le voir dans tes tours de magie peut amener les gens à croire à autre chose, peut amener les gens justement dans une expansion pour dire « ah, peut-être que c'est vrai ça, peut-être que c'est possible », puis d'aller chercher un peu plus loin? Oui, en fait, par mes illusions, j'essaie un peu de provoquer ça. Par contre, je suis toujours très honnête en disant que ce que je fais, c'est de l'illusion. Je prétends jamais avoir des pouvoirs surnaturels parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui même encore en 2013, croient qu'une personne peut se mettre à léviter comme ça dans la rue parce qu'il y a une capacité ultra-sensorielle. Peut-être, ça se peut, je sais pas, j'ai pas la vérité absolue, mais moi, j'ai jamais vu ça encore. Puis je sais comme magicien, il y a tellement de choses que je suis capable justement je suis capable de donner l'illusion de tellement de choses que pour qu'on me convainque que quelqu'un est vraiment capable de léviter, il faut vraiment qu'on ait une preuve exhaustive là, parce que il y a tellement de choses qui se peuvent. Mais par mes illusions, en fait, j'essaie de démontrer aux gens que nos perceptions peuvent nous tromper, en fait, qu'on peut avoir l'impression qu'un objet, justement, peut léviter alors que c'est pas le cas, ou que je suis capable de lire dans vos pensées alors que c'est une illusion. Et je cherche pas à prouver, regardez, je suis capable de lire dans les pensées, puisque je dis que c'est une illusion, mais c'est plus le message un peu que j'essaie de lancer, c'est regardez comment ça a l'air réel et pourtant ça ne l'est pas. Et donc, regardez comment vos perceptions peuvent vous tromper, et donc des choses qui peuvent vous sembler impossibles peuvent l'être, en fait. Des fois, là, on peut être porté à pas croire en nos rêves en se disant c'est impossible, je réussirai jamais. Une jeune fille qui veut devenir une grande chanteuse, elle dit je pourrais jamais être une grande chanteuse. Ce sont ses perceptions, mais non, peut-être elle peut devenir une grande chanteuse en y croyant. Donc c'est un peu le message que je veux lancer, de croire en ses rêves, que c'est pas parce que les choses semblent impossibles qu'elles le sont. C'est un peu le message que j'essaie de lancer par mes illusions. En terminant, ce serait quoi le grand rêve là, que tu souhaites qu'il devienne réalité prochainement? Prochainement, je sais pas. Mais mon plus grand plaisir dans la vie, c'est de faire de la magie, de partager mes illusions et de voir la réaction des gens. Moi, quand je vois l'étincelle dans les yeux des gens, ça me remplit de bonheur. Moi, je vis l'émerveillement qu'eux vivent par procuration. Et je rêve donc d'avoir une carrière internationale pour faire vivre ces émotions-là au plus de gens possible sur la planète. Parce que moi, je suis très heureux de gagner ma vie en faisant la chose que j'aime le plus faire au monde, mais dans ce processus-là, de faire vivre des choses aux gens et de leur apporter quelque chose à ces gens-là. Moi, c'est ce qui me rend le plus heureux. Donc, je rêve de pouvoir faire ça toute ma vie de la meilleure façon possible, avec les meilleurs intervenants que je peux avoir. Donc, d'avoir une espèce de carrière internationale où j'aurai les ressources pour créer l'illusion, peu importe l'illusion à laquelle je rêve, que je peux la faire
et de partager ça à toute la planète. En ce moment, tu offres un spectacle, un nouveau spectacle. Les gens peuvent se diriger sur ton site Internet pour voir les dates des présentations? Oui, les billets sont en vente. On n'a pas commencé les représentations. Je suis encore en conception du spectacle. D'ailleurs, je l'étais avant que tu arrives et je vais l'être quand tu vas repartir. Donc, on est vraiment à la préparation de ce spectacle-là qui, la première, ça commence, les spectacles de rodage commencent cet été, mais la première a lieu le 25-26 septembre à Montréal. Il y a également une première à Québec et on est en tournée partout au Québec après. Donc, oui, les billets sont en vente maintenant. Toute l'information est disponible sur mon site et c'est mon premier spectacle sur scène. On travaille très, très fort. Ça coûte très, très cher à produire. Mais je pense qu'il n'y a rien de tel qui s'est fait dans le milieu de la magie, là, du moins selon mes propres perceptions, du moins. C'est vraiment quelque chose qui est de nouveau et de très percutant et efficace. Je te souhaite le meilleur, Luc Langevin. Merci beaucoup pour l'entrevue.